Salut tout le monde, c'est Cristal. Je vous présente en fait ce panel en format vidéo. En fait, amigurumi, l'art japonais du crochet. C'est un panel que j'avais créé et présenté lors de l'événement Rubicon, qui était à Drummondville, qui n'existe plus aujourd'hui. Je l'ai présenté également à Animaracon, à Sherbrooke, qui n'existait plus, mais soi-disant il serait en train de peut-être revenir. Et je l'ai présenté à J'ai animé d'hiver à Gatineau. Donc j'avais présenté à 3 reprises ce panel-là, qui avait quand même été assez bien reçu. Les gens avaient quand même très apprécié l'événement, le panel que j'avais créé. Et j'ai décidé de faire une version vidéo parce que je ne vais pas le représenter dans d'autres événements. Donc pour ceux qui sont intéressés à voir un peu qu'est-ce que j'avais présenté et tout ça. Donc c'est un panel que j'avais créé en 2018. C'est sûr qu'il y a des choses qui ont peut-être changé. J'ai révisé rapidement. Il y a quelques affaires que j'ai modifiées vers la fin, surtout au niveau des ressources. Mais sinon, il y a quand même des choses que, comme je parle, mettons, d'historique du crochet, ben, l'histoire n'a pas changé. Il n'y a pas nécessairement eu des nouvelles avancées là-dessus. Donc, voici ce que je vais vous présenter. Donc, amigurumi, l'art japonais du crochet. Donc, on commence ici. Donc, Cristal, un peu de moi. Donc, vous présenter un peu qui je suis, pourquoi est-ce que je parle de ce panel-là. En fait, moi je fais du crochet depuis de nombreuses années. J'ai commencé à apprendre le crochet dans les années 90 et c'est depuis 2012 en fait que je fais un peu plus régulièrement de crochet, que j'ai retombé, si on pourrait dire, dans cela. Ça, c'est un costume que j'ai fait entièrement en crochet, que je viens de réaliser que je suis comme à l'inverse. Je suis comme inversée. Donc, ça, c'est un costume que j'ai créé en 2016, entièrement au crochet. Donc, que ce soit les bottes, que ce soit le costume. Il y a le collier, les boucles d'oreilles, la perruque. Tout le costume, en fait, est fait entièrement en crochet. Donc, j'ai commencé, c'est ça, j'avais à peu près 14 ans quand j'ai commencé à utiliser un crochet. J'ai commencé en utilisant des crochets très petits, d'à peu près 2 mm, et avec du fil très mince pour faire comme des centres de table style dentelle. Maintenant, aujourd'hui, j'utilise vraiment plus gros comme grosseur, que ce soit de crochet ou de fil, que ce soit pour mes costumes, que ce soit mes peluches, qui, à mon sens, est beaucoup plus facile à utiliser. Et j'ai un ami qui, justement, en 2012, m'est arrivé, puis il a fait comme « Hey, tu devrais faire des amigurumi. » Moi, dans ma tête, c'est comme « De que c'est? » Donc, j'ai fait des recherches, savoir qu'est-ce que c'était, et c'est là que je suis tombée en amour avec ces peluches. Et que j'ai commencé l'univers de Fil de Cristal en 2013 avec les peluches et quelques accessoires aussi que je faisais à ce moment-là, dont particulièrement des tucs et des gants sans doigts. C'est pas mal ça que j'avais commencé. Puis par la suite, ben, il y a des costumes qui sont arrivés. Donc déjà, de base, c'est quoi le crochet? Qu'est-ce que ça mange l'hiver? Donc le crochet, c'est une technique de fabrication de fibres dans le même principe que, mettons, du tissage ou du tricot. Donc le but du crochet, c'est de fabriquer un tissu à l'aide de fibres. Donc c'est beaucoup plus proche du tricot que du tissage comme technique, mais ça a quand même des façons très différentes par rapport au tricot. Ça se pratique à l'aide d'une baguette euh, dans ce genre-ci. Donc, une petite baguette, comme qu'on voit dans le haut de l'écran, qui permet, dans le fond, qu'il y a un petit crochet, donc qui permet de pouvoir faire nouer les fils entre eux, donc d'entrelacer les fils, ce qui va faire un résultat solide à la fin. Le terme crochet, c'est un terme qui est utilisé à la fois pour l'outil, pour l'objet qui est fabriqué et aussi pour la technique. Donc, on crochette, c'est le verbe crocheter en français. Donc, c'est vraiment le terme utilisé autant l'outil qu'un projet qui est fait au crochet. C'est vraiment un terme qui passe partout pour tout. Fun fact, en anglais, on utilise aussi le terme crochet. C'est sûr que la prononciation va être très différente, mais se ressemble quand même énormément à celle en français. Puis, dans le fond, on va le conjuguer comme les verbes en anglais, donc avec le ED à la fin pour ce qui est d'un objet qui est crocheté. Mais par contre,
souvent, pour l'outil, on va utiliser le terme hook, qui est le terme, dans le fond, anglais d'un crochet. Donc, n'importe quoi qui est un crochet, c'est avec hook. Le terme hooker est parfois utilisé, je dirais qu'il est un peu péjoratif parce que souvent il fait plus référence à une personne qui essaie de s'accrocher après quelqu'un d'autre. Donc c'est pas souvent utilisé. Ça va arriver que certains groupes qui vont l'utiliser, mais je dirais que c'est souvent plus péjoratif comme terme versus crochet. Donc les origines du crochet, un petit peu d'histoire, étant donné que c'est une de mes passions, l'histoire. Donc, où le crochet a vraiment débuté, on ne sait pas! ça répond pas à beaucoup de questions. Mais en fait, on n'a pas encore décelé l'origine exacte à partir de quand que vraiment un ouvrage crocheté a commencé. Les recherches, comme dans beaucoup de domaines, continuent à se faire. Et comme c'est pas nécessairement le domaine textile, pas nécessairement un domaine très poussé en histoire, ben c'est sûr que c'est pas nécessairement une des premières choses qui est fouillée d'aplomb. Il y a dans le fond une technique très ancestrale avant le tricot et le crochet qui s'appelle le nail building, qui est un terme danois. Donc, vraiment désolé pour ma prononciation. J'ai déjà de la misère à prononcer en français dans mon langue maternelle, donc c'est sûr que je vais probablement massacrer ce terme. Le mot veut en fait dire de lier avec une aiguille. Ça ressemble, dans le fond, c'est une façon aussi de fabriquer un tissu et ça ressemble beaucoup à qu'est-ce qu'on peut trouver concernant le tricot et le crochet versus le tissage. Donc, c'est vraiment une technique qui est quand même très différente. On a trouvé, dans le fond, des objets qui sont faits sous cette technique-là en Égypte, autour du 4e siècle avant notre ère. On en a trouvé au Pérou, entre 300 avant notre ère et 300 après notre ère. Et on en a trouvé chez les Vikings, entre le 8e et 10e siècle. Donc, c'est quand même... C'est une technique qui est très ancienne, qui a voyagé vraiment beaucoup. Enfin, on en trouve en Afrique, on en trouve en Amérique, on en trouve en Europe. Donc, c'est une technique qui a vraiment voyagé énormément. Et qui peut-être serait, genre, qu'est-ce qui aurait fait développer. Donc, des gens probablement ont vu cette technique-là, puis l'ont adaptée pour en faire par la suite du tricot et du crochet. Les premiers écrits qu'on trouve par rapport au crochet datent du 18e siècle et ont été trouvés en Europe. Donc vraiment des écrits qui vont parler de comment genre faire de quoi. Donc que ce soit des origines de patrons, si on pourrait dire, ou qui mentionnent des objets faits de cette façon-là par le crochet date du 18e siècle. Au 20e siècle, le crochet commence à devenir assez populaire parce que c'est une façon qui est peu coûteuse de faire de la dentelle, parce qu'il existe différentes façons de faire de la dentelle, mais la version, si on pourrait dire, d'origine est extrêmement longue, extrêmement, dans le fond, c'est une dentelle au fuseau. C'est très long, c'est très très coûteux, parce que justement, c'est très long. Donc, le fait de crocheter avec un fil très mince pour faire un semblant de dentelle était une alternative très, très peu chère, très rapide aussi. Donc, c'était une façon aussi de pouvoir donner un effet plus joli à certains vêtements ou à certains accessoires ou décors de la maison sans dépenser une fortune. Dans les années 70, on commence à voir l'apparition de ce qu'on appelle encore aujourd'hui le carré grand-mère, qu'on peut retrouver, dans le fond, j'ai mis un exemple dans le coin en haut à droite. Donc, le carré grand-mère, en anglais, qui est appelé le Granny Square, donc qu'on retrouve encore facilement aujourd'hui. Ça soit des couvertures, des grosses couvertures, que ce soit des vêtements. C'est comme le motif qui représente le plus le crochet. Souvent, lorsqu'on va parler d'un objet crocheté, on va penser à ce motif-là. En fait, parce qu'il n'y a aucune façon de le fabriquer autrement qu'à la main crocheté. Donc, c'est pas possible de le refaire à la machine, c'est pas possible de le faire de d'autres manières qu'avec un crochet. Peut-être avec votre doigt, mais si vous voulez vraiment. Mais c'est pas quelque chose qui peut être fait à l'aiguille versus certains autres points au crochet qui peuvent être faits similairement à l'aiguille. Ou au tricot. Ensuite, dans les dernières années, je dirais même dans les 20 dernières années, le crochet est de plus en plus
abordable, facilement trouvable, que ce soit par Internet, pour trouver des patrons, pour trouver des objets faits au crochet, pour trouver juste des gens qui vont en porter. C'est devenu de plus en plus à la mode. On va en voir dans les magasins, on va en voir dans des photos, on va en voir comme... C'est devenu vraiment un objet de mode. Et c'est devenu une passion pour beaucoup de gens. Donc, il y a aussi des ateliers de tricot et de crochet maintenant qui sont beaucoup plus facilement accessibles. C'est plus aussi restreint que c'était autrefois où c'était genre les grands-mères qui nous apprenaient ça ou la mère ou les cercles de fermières qui nous apprenaient ça. Maintenant, on peut facilement aller, mettons, dans une boutique de tricot ou de laine puis demander des cours de crochet et de plus en plus, ça s'offre facilement. Hein? Donc là, comme pour en venir un peu plus, c'est sur le crochet au Japon. Donc, à partir du... avant le 12e siècle de notre ère, on commence déjà à trouver des traces de crochet et de tricot au Japon et en Chine. Donc, ça se finit aussi par atteindre l'Asie, mais beaucoup plus tardivement que les autres régions du globe. Pendant l'ère Edo, donc entre le 17e et 19e siècle, le Japon commerce de plus en plus avec l'Europe, principalement avec les Pays-Bas, qui vont amener beaucoup d'objets qui ont du crochet, dans le fond, dessus. Ils vont amener différents objets, mais ça commence à avoir une introduction de certains objets crochetés, souvent des éléments de décor, comme par exemple des centres de table, ça peut être des bordures de fenêtres, de rideaux, en fond. Donc, ils commercent beaucoup avec l'Asie, avec le Japon. Puis, même si c'est pas directement avec le Japon, ça peut être des objets qui ont été emmenés dans le reste de l'Asie. Puis, avec les différents commerces entre les pays asiatiques, ben, ça finit par arriver quand même au Japon. Les samouraïs, les samouraïs, qui est classique japonais, en fait, il semblerait qu'ils vont arborer de plus en plus des objets faits à partir de tricot et de crochet. C'est souvent des petits objets décoratifs, des choses qui vont porter bonheur, qui vont faire des charmes dans le fond de protection ou de bénédiction. Donc, dans les décorations de leurs habits, de leurs manteaux, ça peut être aussi après le katana, par exemple, déjà de base, ils utilisent beaucoup de choses qui sont travaillées à la main, je sais pas, tressées serait peut-être le terme le plus proche, mais juste le manche du katana, c'est une façon de nouer avec des cordes, donc j'ai comme l'impression que ça a été une façon supplémentaire d'ajouter des petits éléments décoratifs avec leurs habits. Et pendant l'ère Meiji, donc entre le 1868 et 1912, le Japon commence à passer de l'ère féodale vers une période industrielle. Donc les techniques occidentales commencent à être de plus en plus connues et c'est là qu'on va commencer à trouver beaucoup plus d'objets qui sont similaires à ce qu'on pouvait trouver en Europe par rapport au tricot et au crochet. Donc, que ce soit de la dentelle, des nappes, des chapeaux, par exemple. Puis les amigurumi là-dedans. Ou comment les Japonais se sont appropriés le crochet. Donc, amigurumi, c'est un terme valise. Donc, un terme valise, c'est un mot qui est composé de plusieurs mots, souvent abrégés, pour en former un nouveau. Donc, ici, ami, la première partie, signifie tricoter ou crocheter. Au Japon, on n'a pas la définition, c'est pas une séparation entre les deux techniques. C'est le même terme qui est utilisé pour les deux techniques. Et niugurumi, qui fait partie du gurumi, signifie peluche ou, en fond, objet en tissu. Donc, dans le fond, c'est le terme qui signifie soit des animaux, soit des poupées qui sont faites en tricot ou en crochet. Donc, le terme est utilisé à la fois pour les peluches faites au crochet et les peluches faites au tricot. Aujourd'hui, le mot est utilisé pour autre chose que juste des poupées ou des animaux. Donc, ça peut être des objets, ça peut être de la nourriture, ça peut être n'importe quoi à partir du moment que c'est fait au crochet ou au tricot. Donc, dans les bases des amigurumi, on va retrouver la majorité des points qu'on trouve déjà pour d'autres objets, comme par exemple la maille serrée, on va trouver des augmentations, des diminutions, la maille en l'air, la chaînette, la maille coulée. Donc, c'est vraiment
les points très de base qui vont être utilisés par rapport à d'autres objets qui souvent vont utiliser des points de fantaisie. Dans les amigurumi, on va souvent utiliser des points très très basiques. La grosse différence qui fait souvent la, la marque de commerce, on pourrait dire, c'est souvent le cercle magique chez les amigurumi. Donc le fait de faire justement ce départ en rond pour pouvoir créer justement que ce soit la tête, les bras, les jambes, le corps. Donc vraiment cette espèce de point de départ qui fait différent par rapport à souvent d'autres objets comme par exemple les dentelles ou un foulard que ça va être une chaînette. Mais souvent le point va quand même, la charte magique va quand même être retrouvée pour des trucs. Mais ça va arriver que dans certains anciens patrons, on va plus retrouver le principe de faire des mailles en l'air et d'utiliser 2 mailles en l'air et d'utiliser la première maille pour pouvoir le refaire. Donc, crocheter en rond qui est vraiment la marque de commerce des amigurumi parce que dans le fond, on veut créer une peluche, donc souvent de forme circulaire pour ce qui est des différentes parties du corps. Il va y avoir la technique en spirale, donc tout simplement faire un rond puis d'agrandir tranquillement pas vite sans jamais fermer les tours. Et le tour fermé, donc vraiment faire chacun des rangs puis de fermer chacun des rangs. Ça va créer une petite séparation ou comme une espèce de couture, ce qui ne sera pas le cas dans la spirale. Puis la grosse différence va être au niveau des changements de couleur. Si on fait un tour fermé, l'avantage c'est que la séparation de couleur va être moins visible lorsqu'on change de rang versus si c'est en spirale, mais à ce moment-là, le changement de couleur va faire un décalage sur la visite. Il existe plein de techniques pour pouvoir cacher ça. À l'époque, je ne les connaissais pas quand j'ai fait le pendant. Mais dans le fond, c'était un peu pour montrer les différences qu'on pouvait avoir avec les deux façons de faire les formes. Un peu d'aide pour commencer si vous voulez débuter le crochet. Donc, dans les ressources, là, c'est ça ce que j'ai dû retravailler un peu, cette partie-là. Donc, une des choses que je vous suggère énormément, c'est d'aller sur le site et de vous inscrire gratuitement, parce que c'est gratuit de s'inscrire dessus. C'est le site de Ravelry. Ravelry est une encyclopédie ou une bibliothèque immense, que ce soit pour le tricot ou le crochet. Et vous pouvez faire facilement une recherche selon ce que vous voulez. J'ai d'ailleurs une vidéo qui explique comment faire des recherches dessus, comment faire différentes choses sur Ravelry. C'est vraiment une bible au niveau des patrons, peu importe ce que vous voulez faire, que ce soit des peluches, que ce soit des vêtements, que ce soit des accessoires, que ce soit des éléments de décor, vous allez tout trouver dessus. Il y a énormément de gens qui postent des patrons. Vous pouvez organiser ça, faire une sorte de bibliothèque, vous pouvez faire des favoris, vous pouvez faire des dossiers pour pouvoir mieux séparer ça, vous pouvez vous faire des notes. Il y a vraiment plein de choses que vous pouvez faire avec ce site-là et c'est ça qui est vraiment génial. Ça vous permet de bien organiser aussi tout ce que vous aimez pouvoir faire. Il y a des patrons qui sont gratuits, il y a même une très grande variété de patrons gratuits. Donc si vous n'avez pas vraiment les moyens ou que vous ne voulez pas investir, c'est vraiment parfait pour vous à ce moment-là parce que vous pouvez en trouver facilement qui ne coûtent rien versus sur Etsy, c'est sûr que les patrons vont être payants. Il y en a aussi qui vont être payants sur Ravelry, mais vous pouvez faire une recherche pour avoir que les patrons gratuits. Puis sinon, ben, vous pouvez faire une recherche aussi selon des certains montants ou si ça ne vous dérange pas, ben, juste pas cocher à ce moment-là cette section-là. Mais c'est vraiment une immense encyclopédie de patrons, ça vaut vraiment, vraiment la peine. Puis, puisque vous êtes ici, je me doute que vous êtes francophone parce que mon panneau est en français. Donc, il existe le collectif Franc Crochet. Donc, c'est un collectif qui rassemble des professionnels du crochet francophones. Donc, que ce soit au Québec, que ce soit en France, en Belgique, en fait, dans tous les pays de la francophonie. C'est vraiment un collectif qui va partager des informations, qui va partager que ce soit des patrons, des trouvailles, des objets, des informations, la passion, tout ce qui peut toucher de proche ou de loin avec le crochet. Il y a un site internet, il va avoir, qui va présenter par exemple tous les membres professionnels du collectif, mais il y a également une page Facebook et il y a un groupe Facebook. Sur le groupe Facebook, c'est vraiment intéressant parce que n'importe qui peut poster, que ce soit qu'est-ce qu'eux ont créé ou poser des questions s'ils sont à la recherche de quelque chose de spécifique ou s'ils ont des problèmes pour un patron qui veut avoir de l'aide. C'est vraiment un groupe qui est là pour s'aider puis s'entraider. Puis c'est vraiment intéressant parce qu'il n'y a pas énormément de ressources en français sur le crochet. Ensuite, un des patrons que moi j'ai commencé, un livre de patrons, c'est les livres de Mitsuki Oshii. Ces livres se trouvent en français, en anglais facilement.
en fait, facilement. De plus en plus. Dans les deux que j'ai marqué, il y a Ami Ami Dogs, puis Chat et Si, qui est en anglais Ami Ami Kittens. Ami Ami Dog, je ne sais pas s'il a été traduit en français, mais je sais que Chat et Si, il est en français. Il y en existe un autre aussi avec des animaux marins. Si ma mémoire est bonne, c'est 20 animaux marins. Mais juste avec le nom de l'auteur, vous pouvez facilement trouver. Elle, c'est patrons ne sont pas sur Ravelry, c'est vraiment juste des livres, mais ils se trouvent dans tous les endroits qui vendent de la laine ou de l'artisanat. Ils peuvent vous les trouver, vous les commander sans problème. Sinon, vous pouvez les trouver aussi sur Amazon. Kristen Haden, que son livre Creepy Cute Crochet, Crochet Cro Mignon en français. J'ai marqué le titre en anglais, puis en français, dépendamment si vous n'avez pas de préférence d'avoir des patrons en français ou en anglais. C'est un des premiers livres aussi que j'ai eu, qui est très très facile, qui c'est des patrons assez simples pour faire des petits personnages un peu d'horreur, mais en même temps très mignons. Donc, que vous pouvez trouver. Il a aussi été co-auteur pour Yumi Gurumi, donc un livre où est-ce qu'on c'est plus des morceaux de nourriture, que ce soit, il y a des sushis, il y a une sandwich, il y a vraiment des fruits, des légumes, plein de choses que vous pouvez, des aliments du quotidien que vous pouvez créer. Donc ça peut être intéressant si c'est quelque chose qui vous intéresse. Et Laura Tegg, qui est une créatrice des patrons Weeby et Little Weeby. Donc elle a un groupe qui s'appelle la Weeby Appreciation Society. C'est exclusivement en anglais. J'ai par contre traduit en français son patron Little Weeby, qui est trouvable sur son groupe. Je l'ai posté dans son groupe, la version française. Donc, comme le patron de base était gratuit, c'est pour ça que je me suis permis de le traduire en français, puis je l'avais mis en français. Mais pour faire, dans le fond, elle fait plusieurs patrons de poupées de différentes grosseurs, différents formats, puis j'en ai fait énormément, particulièrement la Little Weeby, parce que j'aimais beaucoup ce format-là. Mais c'est vraiment des très beaux. Si c'est vraiment plus poupée que vous voulez faire, je le suggère fortement. Il y a aussi plein de designers dans Franc Crochet Collectif qui sont hyper intéressantes à aller voir si vous cherchez plus des animaux, si vous cherchez plus poupées, plus des tucs, plus des accessoires. Il y en a vraiment de tous les genres. Une qui est très simple et facile à suivre, c'est les patrons de Al from Jad. Donc, tout de Jade, si on le traduira en français. C'est une Québécoise, elle parle français, donc vous pouvez toujours contacter en français sur sa page. Elle est très, très active sur Instagram, par exemple. Sur Facebook également. Ses patrons sont vraiment très faciles à suivre. Elle a un guide pour débutants dans chacun de ses patrons, avec énormément d'images. Ça vaut énormément la peine de regarder ses patrons. Mais sinon, il y a vraiment plein de personnes qui font des patrons en français aussi qui sont hyper intéressants. Bien sûr, en plus des patrons, ben, ça vous prend des objets, dont ce qui est probablement principal, c'est le crochet. Donc le crochet, on peut en trouver en plastique, en bois, en métal, en acrylique. Donc il y a vraiment plein de matériaux différents. C'est sûr, en métal, ça va être beaucoup les plus petites grosseurs qu'on va trouver, exclusivement en métal. Les très petites grosseurs, comme en bas de 3 mm, souvent c'est juste en métal qu'ils vont se trouver. En bois, ça va être souvent très gros comme format, mais j'en ai vu qui sont de taille moyenne aussi. Souvent, vont être plus travaillés, plus artisanales. En acrylique, ça va être aussi les plus grandes grandeurs qu'on va retrouver généralement à partir de 4-5 mm. Souvent, ça va être en plastique, mais des fois, on peut en trouver plastique et métal. Il y en a qui vont avoir aussi ce qu'on appelle une poignée ergonomique. Donc, avec, comme par exemple, j'ai celui-ci que justement, il y a une partie qui est comme plus en caoutchouc, un peu semi-rigide. Donc, ça va aider à la longue, ça reste un mouvement répétitif, c'est quelque chose qu'il faut faire attention. Prendre des pauses souvent. Et il y a plusieurs techniques pour ce qui est de tenir un crochet. Donc, il y a ceux qui vont tenir comme vraiment comme un couteau ou comme un crayon. Moi, j'ai pas vraiment de façon. Je pourrais même pas vous dire comment je tiens mon crochet parce que je le tiens jamais de la même façon. Ça dépend de ce que je suis en train de faire. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise technique pour tenir son crochet. Il y en a genre aucune mauvaise, je dirais. C'est vraiment à partir du moment que vous êtes confortable avec, allez-y pour ça. Mais les poignées ergonomiques, il y en a tellement de sortes que ça se peut que vous soyez obligé d'en essayer différentes sortes pour voir si vous êtes confortable et à l'aise avec. Un coup que vous avez pas mal trouvé ceux avec lesquels vous êtes les plus confortables, ça va aller comme super bien parce que vous allez pas mal tout le temps racheter dans ce style-là.
mais des fois, ça peut être un petit investissement au début. Il y a des kits que vous pouvez trouver aussi de plusieurs crochets, parce qu'il y a des grosseurs de crochets, il y en a de tous les genres. Ça part de 0.04 mm, c'est minuscule, et j'en ai vu, j'ai marqué 25 mm, mais je crois que le plus gros que j'ai vu à date, c'est un 30 mm, donc c'était immense. C'est pour vraiment différents types de travaux. Et différents types de films, ça dépend vraiment de qu'est-ce que vous voulez utiliser. Vous pouvez en trouver facilement dans les boutiques qui vendent de la laine, ou vous pouvez en trouver dans les boutiques d'artisanat qui ont aussi de la laine. La majorité des grandes surfaces où est-ce que vous pouvez trouver des balles de laine vont aussi avoir une petite section avec des crochets. Vous pouvez trouver des kits, par exemple sur Amazon, si vous cherchez quelque chose de pas trop cher, il y a des kits avec une petite pochette où est-ce que vous avez plusieurs grandeurs de crochets. Fait que ça aussi, ça peut être quelque chose qui peut être quand vous ne savez pas encore qu'est-ce que vous allez utiliser, ben à ce moment-là, ça peut valoir la peine de regarder de ce côté-là. Puis après ça, d'acheter peut-être des crochets de meilleure qualité par la suite, parce que des fois, les kits, il y en a plusieurs, c'est pas nécessairement la meilleure qualité. Donc, à la longue, si vous allez en faire beaucoup, ben peut-être ça va valoir la peine à ce moment-là d'investir, puis d'aller chercher quelque chose d'un petit peu plus gros. Et bien sûr, on a un crochet, on a des patrons, et ça nous prend ce qu'on appelle la laine, parce que c'est pas toujours de la vraie laine qui est utilisée. En fait, on peut trouver de la fibre, des fils qui sont soit en acrylique, soit en coton, soit justement en laine, soit en nylon, soit en bambou. Ça peut être un mélange aussi de différents matériaux. Mélange coton-acrylique, mélange nylon et vraie laine. Donc, il y en a de vraiment tous les styles. C'est sûr que pour des amigurumi, ce qui est suggéré, c'est soit l'acrylique, soit le coton. C'est plutôt rare qu'on va utiliser des fibres de genre nylon, ou est-ce que ça va peut-être plus des fibres utilisées pour des bas, par exemple. J'en ai déjà vu une personne qui a utilisé de la vraie laine pour donner un effet particulier à une peluche, mais c'est sûr que ça dépend aussi à qui est destiné la peluche. Si vous destinez ça à un enfant, allez-y surtout pour du coton principalement ou de l'acrylique qui est facilement lavable. Mais c'est sûr que si vous y allez avec de la vraie laine, il peut avoir une réaction allergique, par exemple, auprès des enfants, et c'est pas quelque chose qui est nécessairement facile à nettoyer. Donc, c'est vraiment quelque chose à vérifier. Ensuite, ça dépend vraiment de ce que vous avez travaillé. Il y en a qui vont utiliser certaines marques parce qu'ils vont ne jurer que par ça, puis il y a d'autres personnes qui vont dire que c'est de la merde. Donc, faites des tests, essayez plusieurs marques, essayez plusieurs types de fibres aussi. Parce que des fois, de l'acrylique chez une marque et chez une autre marque, ça se travaille pas de la même façon, ça n'a pas la même douceur, par exemple, ou la même extensibilité. Il y en a qui vont être un peu plus extensibles, il y en a d'autres que non, qui vont être plus rigides. Donc, faites des tests, puis à un moment donné, vous allez finir par savoir quel type de fil, quelle marque vous préférez utiliser versus d'autres. Parce que même si je vous dis lesquels que moi j'aime utiliser, ça veut pas dire que c'est ceux-là que vous allez vous aimer utiliser, et c'est bien correct. Encore là, un peu comme tenir son crochet, il n'y a pas de vraie ou de mauvaise réponse. Pour les grosseurs de fil, donc les grosseurs de fil vont à partir de 1 qui est le fil le plus fin, souvent utilisé plus pour faire de la dentelle par exemple, ou des châles ou des bas. Et ça va jusqu'à la grosseur 7. Je crois que j'ai déjà vu 8. Mais je pense que c'était quelque chose comme exceptionnel, là. C'était une affaire spéciale qui avait été créée, mais généralement c'est jusqu'à 7, qui est super épaisse, et là ça va être plus utilisé par exemple pour des tuques ou des couvertures. Donc généralement ce qui va être utilisé pour des peluches, ça va être la grosseur 3 ou la grosseur 4. Personnellement je préfère la grosseur 4, mais il y en a beaucoup qui utilisent la grosseur 3. Puis vérifier, des fois dans les patrons ils vont indiquer quel fil ils utilisent. Des fois, ils vont indiquer aussi la grosseur. Fait que c'est sûr que si vous utilisez une grosseur 4, le patron, il décrit une grosseur 3. Votre projet va être plus grand à ce moment-là parce que vous utilisez un fil qui est plus gros. Fait que ça, c'est quelque chose aussi à vérifier. Si vous utilisez du fil de coton, donc ce qu'on appelle souvent le fil à crocheter parce qu'il est beaucoup plus petit, c'est fait justement pour les projets en dentelle. Mais il y en a qui vont faire des peluches avec ça. À l'inverse, les chiffres, plus le chiffre est petit, plus le fil est gros. Donc, il y a 5 grandeurs, je crois. Il y a même plus que 5 grandeurs. Donc, 3 qui est le plus gros, ça va jusqu'à peu près 60, qui est extrêmement rare, mais c'est minuscule comme fil. Ça peut pratiquement ressembler, je dirais que c'est comme similaire à du fil à coudre. Et oui, il y a des gens qui ont fait des amigurumi avec du fil à coudre. C'est possible. Vous pouvez trouver dans le fond les fils dans
beaucoup de boutiques. Il y a des boutiques spécialisées de laine, il y a des boutiques d'artisanat, il y a certaines boutiques de grande surface qui en vendent. Puis il y a certaines boutiques de grande surface qui ont comme une petite rangée avec 3-4 tablettes où est-ce qu'il y a des balles de laine. Mais ils vendent du linge puis d'autres objets du quotidien. Là. Ça n'a pas rapport nécessairement. Mais des fois, on peut trouver des balles de laine dans des endroits. J'en ai trouvé à une pharmacie à un moment donné qui avait des balles de laine. Donc des fois, on peut en trouver à différents endroits qu'on s'en attend pas. Mais si vous cherchez vraiment quelque chose de plus spécifique, à ce moment-là, vous êtes mieux dans une boutique vraiment d'artisanat. Vous allez trouver beaucoup plus de choix. Puis, en ligne, il y a certaines boutiques spécialisées qui vont aussi avoir un commerce en ligne, mais si vous cherchez comme des boutiques plus générales, il y a 2 commerces qui ont des entrepôts au Canada. Donc, à ce moment-là, comme ils ont des entrepôts au Canada, c'est sûr que vous n'allez pas payer de frais de dédouanement parce qu'ils vont envoyer votre commande à l'entrepôt ou la faire partir de l'entrepôt s'ils l'ont déjà stock. Ils vont l'envoyer chez vous. Fait que ça, c'est quelque chose si vous êtes justement au Québec, là, parce que moi, je suis au Québec, fait que je peux difficilement vous conseiller des boutiques qui sont en France ou dans d'autres pays de la francophonie, mais dans le fond, vous avez 2 boutiques. Vous avez Yarn Inspiration. Ils ont un site français, si ma mémoire est bonne aussi. Donc, vous allez pouvoir trouver Bernat Red Art, puis vous allez trouver vraiment de plus en plus toutes sortes de patterns. Vous allez trouver, ils ont la laine Fantex aussi, Caron. Ils ont vraiment plein de marques là-dessus, donc c'est quand même très intéressant. Ils ont aussi une très grande variété de couleurs. Donc des fois, quand vous cherchez des couleurs spécifiques, ça peut valoir la peine d'aller voir sur ce site-là. Ils font parfois des promotions aussi, fait que ça peut valoir la peine d'aller soit sur leurs réseaux sociaux ou leur infolette, voir quand ils ont des promotions. Et l'autre site, c'est Marie-Maxime, qui à la base est une compagnie qui a été fondée au Canada, en Ontario. Il leur reste encore un magasin en Ontario. Et ils ont une personne de service client qui parle français. Donc, qui ont gardé. Donc, ça peut être bien de pouvoir avoir justement ce contact-là si jamais vous n'êtes pas parfaitement bilingue. Leurs sites ont une version Canada et une version américaine parce que maintenant le bureau chef est aux États-Unis. La famille qui a fondé ça, maintenant, je pense qu'ils sont rendus à la 3e génération, vit aux États-Unis. Donc, on va à plus de boutiques aux États-Unis. Mais ils ont encore justement un magasin en Ontario, donc ils peuvent envoyer les balles qu'ils ont là-bas et pouvoir les faire envoyer chez vous sans frais de douane, puisqu'ils peuvent passer par le magasin à ce moment-là pour les envoyer. Ils ont aussi Red Art et Bernat, ils ont aussi Caron. Fait que des fois, quand vous cherchez des couleurs spécifiques, si vous ne trouvez pas sur Yarn Inspiration, vous pouvez trouver sur Marie-Maxime et vice-versa. Ils ont aussi leur propre marque, donc la marque Marie-Maxime, où est-ce qu'ils vont avoir du coton ou de l'acrylique ou je crois qu'ils ont aussi de la laine. Ça, je pourrais moins certifier, mais ça, ils ont plusieurs sortes et grosseurs. Fait qu'ils ont vraiment aussi leur propre marque. Fait que ça peut être une autre façon aussi, une autre sorte à essayer qui peut être intéressant. Sinon, les autres choses que vous avez besoin d'avoir, c'est bien entendu une paire de ciseaux, parce qu'à un moment donné, il va falloir couper votre fil. Je vous suggère une paire de ciseaux qui est dédiée exclusivement justement pour la laine. Des aiguilles à laine, donc il y en a de différentes sortes, puis il y en a qui sont souvent courbées, donc avec une petite courbure. Pour les amigurumis, c'est vraiment génial pour coudre les pièces. Et le chat de l'aiguille va être beaucoup plus rond. Donc, justement, pour que les fils puissent bien passer, il y en a aussi de différentes couleurs. Mais sinon, vous pouvez en avoir qui sont complètement droites. Donc, il y en a vraiment de toutes les sortes. Ça vaut la peine d'en avoir plusieurs, parce que c'est le genre de choses que vous finissez toujours par perdre. La bourre de polyester, si vous faites des peluches, évidemment, ça vous prend quelque chose pour rembourrer à l'intérieur. Moi, je l'achète en très gros sac, parce que j'en passe énormément, mais il y a vraiment plusieurs formats de sacs, ça dépend vraiment du projet. Si vous voulez faire des petits projets ou juste pour essayer, vous pouvez en acheter des très petits sacs. Je vous suggère d'en choisir une qui est indiquée, qui est lavable et qui est indiquée hypoallergène. Comme ça, vous êtes certain que l'objet, vous allez pouvoir le laver, puis qu'il y a moins de risques à ce moment-là d'accaparer des acariens, par exemple, ou d'accaparer plus de problèmes qui, justement, va pas moisir à force d'être lavé, puis qui va pouvoir être encore très belle. Donc, ça, c'est quelque chose que je suggère. Et des yeux sécuritaires, si vous désirez, vous pouvez toujours broder et vous pouvez crocheter aussi les yeux, si c'est pour offrir à un jeune enfant, donc 3 ans et moins. Il faut absolument que ce soit brodé, soit crocheté.
Donc, c'est les deux façons que vous pouvez faire. Si vous voulez que ce soit quelque chose de plus décoratif ou que c'est pour des plus vieux enfants, vous pouvez utiliser ce qu'on appelle les yeux sécuritaires ou safety eyes en anglais. Donc, c'est un œil qui est en plastique qui s'insère dans le projet et qui a un petit bac en arrière, donc qui va, un petit anneau qui va s'emboîter puis qui s'enlève plus après. La raison pour laquelle on dit que c'est safety, c'est justement qu'en théorie, il s'enlève pas, mais les enfants très jeunes vont avoir tendance à pouvoir gruger. À force d'être lavés, ça peut aussi écailler, donc c'est pour ça que c'est déconseillé pour les enfants de 3 ans et moins. C'est une question de sécurité. Puis légalement, c'est aussi une question que vous pouvez pas vendre quelque chose comme ça à un enfant qui est destiné pour un jeune enfant. Sinon, vous pouvez aussi utiliser des boutons. Encore là, c'est en haut de 3 ans. De la feutrine. Il y en a qui vont coller des choses, que ce soit pour les yeux, que ce soit pour d'autres choses. Il y en a qui vont coller de la feutrine. Il y en a qui vont coller soit de l'argile de polymère, donc polymère clé. Si vous êtes bon pour travailler ça, j'ai déjà essayé. Ça n'a pas super bien été, mais c'est une autre chose que vous pouvez utiliser. Puis, un peu là, vous pouvez aussi utiliser. Il y en a qui vont coudre des vêtements pour leur poupée, par exemple, ou qui vont coudre des morceaux de tissu par-dessus. Donc, il y a vraiment plein de choses que vous pouvez faire en plus de la lune. Donc, c'était mon panel sur les amigurumi. Et si jamais vous avez des questions ou des commentaires, je vous invite à laisser ça dans les commentaires, la section commentaires juste en bas. S'il y a des choses que vous seriez intéressés à ce que je vous communique aussi une prochaine fois, que je fasse une prochaine vidéo, n'hésitez pas non plus à écrire ça dans les commentaires. Ça va me faire plaisir de vous lire et de vous y répondre. Merci vraiment beaucoup de votre présence. Je vous invite à suivre ma chaîne, à vous abonner pour voir plus de projets qui s'en viennent. Je vais éventuellement faire des vidéos sur mes costumes. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse de comment j'ai pu fabriquer mes costumes au crochet, c'est quelque chose qui s'en vient. Et sinon, si vous avez des questions sur le crochet en général, n'hésitez pas non plus à les écrire en commentaire. Faites un petit pouce en l'air si vous avez aimé la vidéo. Partagez à d'autres gens qui seraient intéressés à savoir un peu plus sur les amigurumi et le crochet. Et je vous dis à très bientôt. Faites attention à vous. Au revoir.